Un homme de classe pour revenir sur la classe américaine, Clément. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, donc j'étais obligé de t'en sortir. Ah, merci, incroyable, Karim. Mais c'est vrai, Michel Hazanavicius, c'est un grand honneur parce que vous ne le savez pas, mais vous avez écrit une grande partie des dialogues de mes années à la fac, quand on séchait les cours d'amphi pour aller discuter au café. Une bonne partie des répliques venaient de la classe américaine. Alors aujourd'hui, ma spécialité, c'est plutôt la rhétorique politique que le cinéma. Mais je vais me demander s'il n'y a pas tout de même un lien entre les deux. En revenant sur la classe américaine, le film commence par la tragique disparition de George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, dont les derniers mots sont particulièrement énigmatiques. George! George! Oh, mon Dieu, George! Ah, monde de merde. Alors à partir de là, l'histoire se concentre sur l'enquête de 3 journalistes, Dave, Peter et Steven, qui ont une obsession. On a pensé qu'on devrait expliquer ces dernières paroles. Monde de merde. Vous avez raison. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrette. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ok, excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde? Au revoir. Attendez les gars, je sais pas encore ce que veut dire monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, mais Dave est parti chercher George. Comme ça, dès qu'ils reviennent, on demande à George d'expliquer monde de merde. Ok les gars. Alors tout le film tourne autour de cette expression, monde de merde. Ce qui est intéressant, c'est que en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça une nominalisation. Une nominalisation, c'est la création d'une expression figée sur laquelle on va pouvoir venir condenser du sens. En politique, c'est ce qui est utilisé pour forger des slogans. Si on se limite à l'élection de 2017, on avait par exemple « La force du peuple » de Jean-Luc Mélenchon, le courage de la vérité de François Fillon, la France en marche d'Emmanuel Macron, et donc on a désormais également le monde de merde. L'expression est construite exactement sur le même modèle. Par un politique pour l'instant. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais c'est intéressant parce que ce que ça nous montre, c'est que Dave, Peter et Steven sont en réalité dans une quête très politique. Ils partent à la recherche du fond qui se cache derrière le slogan de George Abitbol. Et à la fin du film, c'est George Abitbol lui-même qui nous explique ce qu'il voulait dire et on se rend compte que le contenu était effectivement très politique. Dites-moi, pendant que je vous tiens là, ça veut dire quoi, monde de merde? Sans être indiscret. Tu travailles il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Finissons-en avec la résignation et l'indifférence. Ouvrons les yeux. Partout l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débecte. Alors, en dépit de l'air très inspiré que se donne George Abitbol, on a en fait surtout une série de clichés, cris de révolte, frères opprimés, résignation, indifférence, injustice, nationalisme, exclusion, autant de banalités qui sont enfilées les unes après les autres comme les perles sur un collier, mais dont on serait bien en peine de donner une définition précise. Eh bien, figurez-vous que cela aussi, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça des concepts opérationnels. Les concepts opérationnels, c'est ces petits mots creux, non définis, qui sont totalement impropres à fonder un raisonnement structuré. Ils sont eux aussi communs en politique, ils servent à fonder ce qu'on appelle couramment la langue de bois. Par exemple, au moment de la réforme des retraites, on nous expliquait qu'elle portait la nécessaire transformation de notre modèle social afin de garantir un idéal de justice et d'égalité. C'est guère plus précis que la tirade de George Abitbol. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez la suite. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital? Non. Tu t'intéresses pas à la politique? Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Et voilà, ça nous ouvre les yeux sur le fait que, là aussi, les fanachismes, c'est quelque chose qui existe en rhétorique. On appelle ça un néologisme stigmatisant. Ça consiste à fusionner 2 mots qui sont perçus ou présentés comme péjoratifs afin d'en faire un nouveau concept doublement injurieux. Alors, les exemples sont légion, islamo-gauchiste, féminazi, merdia, démocrature. À chaque fois, peu importe que le terme renvoie ou non à une véritable réalité, ce qui compte, c'est que le sens soit suffisamment insultant pour être disqualifiant et que les sons soient suffisamment cohérents pour sembler évidents. Bref,
Ce qui est intéressant dans cette scène finale, c'est qu'elle nous invite finalement à prendre conscience de ce qui se passe lorsque l'on cherche à déplier, à expliciter un slogan. Derrière des formules floues, il n'y a hélas souvent que des mots creux. Pour moi, il s'agit d'une véritable parabole politique. Alors, Michel Hazanavicius, je ne sais pas si c'est ce que vous aviez à l'esprit quand vous avez... Je le savais tout ça. Quand vous avez écrit La classe américaine. En revanche, je peux vous dire que moi, c'est ce que ce film m'a inspiré. A posteriori, je peux vous dire que ça méritait bien, quand j'étais étudiant, de sécher quelques cours en amphi.